C'est un moment que beaucoup attendent. Demain, dans le procès du Carlton de Lille, Dominique Strauss-Kahn sera appelé à la barre. Il donnera sa version des soirées auxquelles il a participé avec les autres prévenus. Une affaire qui a révélé la face cachée de l'ancien patron du FMI, un homme au double visage. Grand angle, le reportage, Pauline Revenat, Régis Desconclois et Sophie Herbet. Derrière ces vitres fumées, la mine sombre à l'ouverture du procès du Carlton. Le poids des affaires et des épreuves depuis maintenant 4 ans. La face obscure de DSK, aujourd'hui en pleine lumière. Combien de visages pour un seul homme et combien d'univers? Il avait, paraît-il, 7 téléphones portables. Je pourrais répondre 7 visages, mais je crois que fondamentalement, il en a 2. Il a le visage qu'il a devant Barack Obama, devant les grands de ce monde, et il a le visage qu'il a devant Dodo la Saumure. Son problème, c'est qu'il veut être à midi avec Barack Obama et à minuit avec Dodo la Saumure. C'est un peu beaucoup déjà, 2 visages. Une ambivalence que l'on retrouve tout au long de son histoire. DSK, c'est d'abord une généalogie marquée du sceau de l'adultère. Le patronyme Strauss-Kahn est issu de 2 noms différents. Celui du grand-père naturel, Gaston Strauss, et du grand-père adoptif, Marius Kahn. Je m'explique. Ces 2 hommes étaient cousins. Et quand Gaston Strauss est mort, Marius Kahn, qui était l'amant de sa cousine, de la femme de son cousin, a épousé sa cousine. Donc, d'une certaine manière, le patronyme Strauss-Kahn est issu d'un adultère. Un adultère assumé à l'époque. Ni caché, ni honteux dans cette famille libérale, avant-gardiste. Très attaché à son grand-père d'adoption, DSK décide de porter ce double nom vers 20 ans. Dominique Strauss-Kahn se construit au fil de ses amours, de ses unions. Se marie jeune, à 18 ans, mais c'est avec sa 2e épouse qu'il se transforme. Dominique Strauss-Kahn change, il change même physiquement. C'était un intello, CRS, aile gauche du PS, barbu, pas bien habillé, et puis il rencontre une femme qui l'amène chez des tailleurs, qui l'apprend à bien s'habiller, qui lui rase la barbe, et il change. Il a 35 ans, il y a une mutation qui s'opère, il découvre qu'il a du charme, il découvre qu'il peut plaire aux femmes, il découvre qu'il peut plaire aussi à tout le monde, je veux dire plaire, il joue de son charme, il joue de son charme politiquement, intellectuellement, et l'homme change à la trentaine. En 1986, il se lance face aux électeurs. Premier clip de campagne, pour devenir député de Haute-Savoie, DSK n'hésite pas à donner de sa personne. Sur l'air de la Panthère Rose, il apparaît espiègle, farceur. Se mettre en scène et dans la lumière, c'est avec la journaliste Anne Sinclair qu'il y arrive pleinement. Il se marie en 1991. Il y a un moment de rupture particulier lorsqu'il va choisir ou être choisi par Anne Sinclair. Anne Sinclair est une star, ce que n'est pas vraiment de DSK, même s'il est évidemment notoire. Je ne dirais pas que ça lui fait perdre la boule, je dirais qu'en tout cas, ça le fait passer dans une autre dimension. Avec Anne Sinclair, il gravit les échelons du pouvoir, mais il se sait fragile, connaît ses faiblesses. C'est un jouisseur, c'est un homme qui aime la vie, il aime bien la canaille, voilà. Il aime bien, il aime bien les gens un peu différents, et pas forcément les énarques policiers, ça peut très bien se comprendre. Il s'aventure hors des sentiers battus pour assouvir son goût des femmes. Un talon d'Achille qui ne pardonne pas aux États-Unis. Première alerte en 2008 avec une collaboratrice hongroise, il est alors patron du FMI. Premier écart médiatisé. DSK s'en sort de justesse en confessant une erreur de jugement, mais ça ne l'arrête pas, bien au contraire. Bernard Debré affirme, lui, que dès 2010, l'appétit de DSK pour le libertinage est connu. Il se souvient d'une conversation avec un directeur d'hôtel de Bruxelles. Oh là 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 là. Quand on reçoit M. Strauss-Kahn, c'est absolument épouvantable parce qu'il reçoit en même temps des prostituées, des gens qui viennent. C'est absolument épouvantable et pour moi, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Donc je savais qu'à Bruxelles, il avait quelques habitudes dérangeantes avec vraisemblablement des prostituées qu'il faisait venir dans les grands hôtels et au vu aussi de tout le monde de façon un peu désagréable pour les autres. Des secrets d'alcôve qui ne se chuchotent plus. En 2011, DSK est alors promis aux plus hautes fonctions.
Porté par les sondages, par son entourage, il semble hésiter à se présenter comme candidat à la présidence de la République. Il invite des tas de rédactions, de Marianne, du Nouvel Obs, etc. à déjeuner. Il leur dit « je me tâte, vous savez, il y a la crise grecque ». Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il sait déjà qu'il y a une enquête sur le Carlton. Il le sait. Et il se dit « comment je vais m'en sortir ?» Donc, même à ses plus proches, ses alliés politiques, comme Jean-Christophe Cambadélis ou François Pupponi, etc., il ne peut pas mentir. Il dit « je me tâte, la crise grecque ». Mais ce n'est pas ça qui le fait hésiter. Mais ça, on ne le comprend pas tout de suite. Piégé par ses propres contradictions. Mais c'est une autre affaire, celle du Sofitel, qui éclate en 2011 et qui provoque sa chute. Le roi est nu. DSK, l'homme qui voulait tout et qui risquait tout. Un homme qui est aussi en pointe sur les nouvelles technologies, qui a été un des premiers à équiper son ministère en ordinateur dans les années 90. Un homme aussi en pointe dans les nouvelles technologies n'a pas pensé une seule seconde que sa vie privée dissolue pouvait filtrer dans la presse. On peut imaginer qu'il a l'inconscience de penser que ça ne se saura jamais. Après tout, ça dure depuis longtemps et ça ne s'est jamais su. Donc il pouvait imaginer que voilà, ça... Mais je pense que ça devait effectivement très compliqué dans sa tête et paradoxalement une forme de souffrance. C'est-à-dire comment on peut être porté... Tout le monde vous veut comme président de la République et vous vous dites qu'est-ce que je fais, quoi. C'est l'homme qui ne voulait rien sacrifier. Il voulait être président, mais il voulait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et justement, pour être président, il faut sacrifier. Il faut sacrifier quelque chose de son propre désir. Donc en ce sens-là, il ne voulait peut-être pas assez être président. Aujourd'hui, présenté à Lille comme le roi de la fête, DSK va devoir s'expliquer devant les juges et face aux prostituées pendant 3 jours sur ses pratiques sexuelles. À nouveau dans la lumière. Cru. C'est un homme qui, même s'il ne l'exprime pas, même s'il porte beau, même s'il a beaucoup de courage pour affronter l'épreuve, c'est un homme qui souffre intérieurement. Et là, voir étaler sa vie privée, donc dégrader son image auprès de ses filles, qui sont des jeunes femmes adultes, auprès de son fils, auprès de ses petits-enfants, dont certains sont en âge de comprendre, je pense que c'est une souffrance énorme. Des souffrances, des épreuves, il en a déjà connu. Mis en examen dans plusieurs affaires, DSK n'a jamais été condamné. L'AMNEF, l'affaire Méry, Elf, le Sofitel de New York. DSK a toujours su rebondir. Il mise sur une relaxe dans une affaire qui, selon ses avocats, aurait dû rester privée et non pas traduite devant la justice.